Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste chaque mercredi pour Web Presse. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'actualité est marquée par le discours du chef de l'État devant le Congrès, le discours de l'État de la Nation. Donc avec mes confrères, nous allons décortiquer ces discours point par point. Et pour commencer, je suis d'ailleurs avec une des intelligences de mon pays, comme je le dis si souvent et que j'apprécie énormément. Et je le dis souvent, entre nous confrères et entre nous de la presse, on doit se jeter les fleurs. Et bien, très heureuse de recevoir Élisée Odia. Très heureuse de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Avec Joël Cadet d'Impact News, nous allons aussi parler de ses discours. Très heureuse, Joël Cadet. Heureux de retrouver Odia à mes côtés. La voix douce. Voilà, la voix douce, comme on la surnomme affectueusement, mais ne vous fiez pas à sa taille, comme on le dit, hein, ne vous y fiez surtout pas. Et nous allons terminer par une autre intelligence qui nous est revenue. Enfin, Ambroise Mamba, et avec lui, nous allons parler aussi de ce discours. Très heureuse d'être avec vous. Merci. Voilà. Je suis vraiment heureux d'avoir retrouvé ce grand public de la presse. Voilà, ça, en tout cas, ça leur manquait aussi. Élisée Odia, le gouvernement est partant, on le sait, démissionnaire cette fois-ci, c'est pas comme les concertations nationales, cette fois-ci c'est officiel. Matata Ponyo a déposé sa démission auprès du chef de l'État, mais nous allons prendre un secteur bien à nous, c'est la presse. Vous de la presse, toi personnellement, Élisée Odia, je sais que vous couvrez les activités du ministre et en charge notre secteur et porte-parole du gouvernement. Comment, si on vous demandait un peu de juger Mende aujourd'hui, il est partant, son bilan, comment il travaille, comment il est avec la presse, est-ce que c'est un bon ministre de la communication, est-ce que vous le regrettez, est-ce que vous estimerez personnellement qu'on le reconduise? Oh là là, le reconduire. Je ne sais pas, là on va utiliser l'expression des politiques, c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et peut-être évaluer l'action de Mende, pas dans le fond, mais sur la forme. Parce que je me permets quand même de le dire, je suis parmi les journalistes qui, des bout en bout, ont suivi Mende en tant que porte-parole du gouvernement. Je tiens à préciser la nuance parce que dans les différentes interventions et différents échanges que le ministre a eu à avoir avec la presse, et rien que sur cela, je peux dire qu'il a révolutionné. Il ne faut pas qu'on se leurre. Je me limite à la forme. Et je le dis tout à l'heure pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui va marquer le monde de la presse par son accessibilité. Tout le monde est d'accord pourra être d'accord avec moi en disant que c'était un porte-parole accessible, ouvert, disponible. Mais contrairement à ce que toujours par rapport peut-être à la forme, c'est toujours pas facile d'être en face de Mende. À force de le voir ou d'être les gens peuvent croire que non, on s'était habitué. Non, chaque jour pour nous qui assistions à ces conférences de presse, c'est un défi. Parce qu'il est imprévisible. Vous dites, mais si je pose cette question, comment il va le prendre? Est-ce que je ne serais peut-être pas rabroué, peut-être pas dénigré, mais là, quand il est en face de vous, il est porte-parole du gouvernement. Il se comporte en tant que tel, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de, je ne sais pas moi, je ne veux pas dire copain, copine, mais il est dans son poste. Ce qui fait que chaque jour, ou chaque fois qu'on était en face de Mende, personnellement moi, c'était un défi, parce qu'il fallait trouver la bonne question, il fallait bien réfléchir, trouver la bonne formulation. C'est quelqu'un qui évolue dans le monde des médias depuis bien longtemps, donc il s'y connaît, il travaille avec le journaliste, donc il était quand même assez blindé. C'est pas du tout aisé de le déstabiliser. Chaque jour, c'était un défi, mais je crois qu'il est arrivé en tant que porte-parole à relever ce défi. Il n'avait pas de parti pris, que tu sois d'une chaîne entre guillemets à faible audience et une chaîne de renommée internationale. Vous aviez vous tous les mêmes opportunités, vous aviez toujours vous tous le même accès, et ça c'est quelque chose dont le gouvernement, dont le Congolais, dont toute la nation avait besoin. Et là, mais quant à la forme, ça, c'est les uns et les autres peuvent en juger. Quant au fond, plutôt, les uns et les autres peuvent en juger selon leur tendance. Joël Cadet, c'est vrai que Élisée Odia a relevé une chose. On a reproché en guillemets à Lambert Mende deux fois de rabrouer les journalistes, de dénigrer de temps en temps les journalistes. Peut-être s'ils formulent mal la question. En tout cas, Lambert Mende ne manquait pas de le remettre à sa place. Est-ce que vous avez déjà assisté à un des points de presse? Est-ce que vous vous sentiez à l'aise avec Lambert Mende?
Bon, vous savez, il est difficile de parler avec, après Élisée Odia. Il a des mots à leur place. Il est d'une intelligence tellement, comme vous l'avez dit, une intelligence de mon pays très très assise, qu'il est très très difficile de parler après elle. Et surtout qu'avec elle, 2-3 fois, j'ai assisté aux conférences de presse de Lambert Mende. Et je lui ai posé une question. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il a des mots à chaque question. Et il a une spontanéité à trouver des réponses. Vous diriez comme si ces questions lui avaient été communiquées auparavant. Donc c'est l'impression peut-être que les gens peuvent avoir d'une manière générale pour ceux qui le suivent. Mais une fois, je lui ai posé la question sur la souveraineté de notre pays. Je vous assure que j'étais personnellement satisfait. Et donc, sur le plan de la forme, comme ma consoeur venait de le dire, ça a été un ministre très disponible, très accessible. Une radio de mon village, je pouvais l'appeler. Si il répondait, il décrochait son téléphone. Décroche seul son téléphone, vous ne tomberez pas dans les mains de son secrétaire particulier, vous ne serez pas comme mon frère Tossé Chilombo qui ne décrochait pas au téléphone, et vous ne serez pas devant un meilleur ministre de la communication, de la presse caméré, en fait, qui de temps à autre, vous ne pouvez pas avoir accès à lui, mais Mende avait des réponses à tout. Bon, ces réponses-là, elles pouvaient plaire à tel ou tel autre, et je vous assure que Mende a constitué pratiquement un rempart face à une politique de dénigrement de notre pays, face à une mauvaise vente de la République démocratique du Congo, et Mende a su taire certaines officines internationales qui pouvaient se servir des ONG de droits de l'homme international pour salir notre pays. Mais sur le plan, en tant que ministre des médias, je dois vous assurer, je suis un des responsables ordinal de la profession. Je vous dis que sur le plan de s'occuper des journalistes, sur le plan de s'occuper de la presse, de la RTNC, de la ACP, tout comme des médias privés, Mende nous a abandonnés. C'est durant son règne ou son mandat que les journalistes de la RTNC, de la ACP, tout comme des médias indépendants, se sont sentis totalement abandonnés. Il n'y a pas eu beaucoup de réformes. Si réforme il y en a eu, c'est dans le sens de restreindre la liberté de la presse. Mais que vous sentiez que vous avez un ministre qui s'occupe de votre social, qui s'occupe de vos droits, qui s'occupe de vos devoirs. Non, 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 non. Quand vous sentez même intervenir pour fermer Impact News, c'est parce qu'il sait que maintenant l'argent est sorti. La cagnotte dont l'on parle de 2 millions de dollars qui sont assortis du budget. Et là, il ferme certains médias, c'est pour permettre à ces services de se partager cet argent. Et après quelques instants, et on rouvre le journal pendant que cet argent a déjà été partagé. Vous avez des preuves en effet, j'en ai ma conscience, ce n'est pas sur votre plateau que je puis les étaler. Mais vous faites des affirmations sur un plateau, on aimerait bien quand même. Quand vous faites, c'est toujours bien, on est entre journalistes, il ne faut pas qu'on se le dise. Moi, j'ai l'impression qu'on a eu tendance quand même à trop le surcharger. Et effectivement, certaines structures, certaines organisations de la presse ont eu tendance, justement. Il y a le CESAC, on parle des médias, il y a le CESAC qui s'occupe également des médias. Que fait-il ? Il y a l'UNPC qui s'occupe de journalistes, c'est bien aujourd'hui de parler. Nous a fait sortir et encore, oui, on ne peut pas dire autant pour certains journalistes qui ont été incarcérés, qui ont été emprisonnés au nez à la barbe de l'UNPC. Donc je crois qu'on a eu tendance à trop surcharger le ministère des Médias qui on le sait, je crois que dans le gouvernement Matata 2, et on a eu à réduire, d'ailleurs à restreindre certains de ses prérogatives, parce qu'il y avait déjà certaines structures, notamment le CESAC. Moi, je crois que on devrait... Le ministère, on sait que c'est un côté assez politique de la gestion de choses, mais dans la réglementation, dans la régulation de la presse, il y a certaines structures qui, il faut le dire aujourd'hui, n'ont pas fait leur travail. Ambroise Mamba, le tout dernier décret ou arrêté, je ne sais pas, pour le ministère, c'est décret. Hein. Arrêté ministériel, c'est par rapport aux chaînes étrangères. En tout cas, on sait que cette fois-ci, ce sera très difficile à RFI et aux autres de mettre en direct sur la bande FM. Il faut un partenariat avec des chaînes locales. Et ce n'est pas une façon, comme l'a dit Élisée, par rapport à la forme, au fond, c'est pas une façon non, c'est pas Élisée, c'est Joël qui l'a dit, de restreindre la liberté de la presse. Pourquoi aujourd'hui, après tout ce temps, restreindre cette liberté à RFI? Cet arrêté, c'est par rapport à l'une de ses attributions, les médias.
Ok. Élisée a parlé de la communication sur le plan de la forme, il n'y a pas de problème. Lui est en train un tout petit peu, Joël, dans les fonds du travail en tant que porte-parole du gouvernement. Mais là, il s'agit de l'une de ses attributions, les médias. Mais je trouve qu'il est sauté sur une occasion, justement parce qu'il faut sauver. Il faut sauver peut-être son gouvernement. Parce qu'il a estimé que RFI diffuse des informations qui est diffusée qui est diffusée. Oui, RFI diffusait toutes les informations contraires à une certaine position du gouvernement. Et Lambert Mende, en tant que ministre de la Communication et des Médias, devrait intervenir avec cette arrêté pour imposer à RFI ce partenariat avec les chaînes locales. Bon, je ne suis pas de RFI, ça c'est à RFI de pouvoir intervenir pour savoir si... Mais c'est pas seulement RFI, il y a d'autres chaînes, La Voix de l'Amérique, BBC... On parle beaucoup plus de RFI parce que c'est parti de là, parce que c'est le signal de RFI qui a été coupé. Juste pendant qu'on... Mais les autres émettent, il faut dire que RTBF émet, BBC émet, les autres émettent encore. Jusqu'à-là, peut-être eux n'ont pas encore mis en mal la position du gouvernement. Mais je vais revenir un peu par rapport à ce qu'Élisée a dit, par rapport à la communication du plein de la forme, il n'y a pas de problème. Vous savez, les tout derniers points de presse qu'il a animés, il est entré avec une phrase, alors que le gouvernement était déjà démissionnaire, je parle sur instruction du chef de l'État. Déjà, en tant que ministre de la Communication, il sait placer les mots pour mettre tout le monde à l'aise, parce qu'il sait qu'on va lui poser les questions, pourquoi vous parlez alors que le Premier ministre vient de démissionner. Alors, il a fait ça. Mais par rapport au fond, je pense que de ce point de vue, il faut aussi lui jeter des fleurs. Élisée Audiard a peut-être pris des réserves pour ne pas évoquer la question, mais il faut lui jeter des fleurs. Je suis journaliste congolais. J'ai vu comment Lambert Mende a réussi à faire taire certaines officines étrangères, diplomatiques, par rapport à la marche du pays. Il a réussi quand même à faire déjouer certains pronostics des opposants. Effectivement, là, c'est une bonne bataille entre l'opposition et la majorité. Mende a trouvé des réponses, mais pendant ces conférences de presse, ce qui lui est arrivé avec les journalistes, notamment lorsque les journalistes posent des questions qui sont peut-être mal formulées, il intervient. Je comprends que c'est une bonne guerre, parce que là, il essaye d'intimider les journalistes pour que les journalistes se perdent, peut-être parce qu'il y a des questions qui peuvent pleuvoir juste après. Mais là, c'est peut-être à ce niveau-là que je vais peut-être déplorer l'attitude de nous, journalistes de la presse. Il était condescendant. C'est à nous de savoir comment être à la hauteur de la tâche lorsque vous êtes devant un ministre comme Lambert Mende. Parfois, nous revient aussi de fois, nous journalistes, nous ne préparons pas nos questions et nous nous présentons en position de faiblesse chez Lambert Mende, oui, c'est ça? Lorsque vous êtes journaliste, vous vous présentez devant un ministre comme Lambert Mende, qui a un verbe facile, qui a des réponses, qui n'attendent que des questions. Vous devez quand même être à la hauteur de la tâche pour lui poser une bonne question. Mais lorsque il vous interrompt peut-être avec l'intention de vous faire douter, mais là il faut aussi intervenir, lui faire voir que c'est votre droit de poser la question et c'est aussi son devoir de répondre à la question. Je voulais ajouter par rapport à l'arrêté. Oui, par rapport à l'arrêté quand même. Il faudrait qu'on dise une chose, je crois. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on est en train de parler je crois, de la révision de cette loi de 1996. Que dit cette loi? Voilà, c'est la loi qui réglemente la liberté de la presse ou l'exercice de la presse, des médias ici en RDC. Aujourd'hui, Mende n'est pas allé au-delà. Il est dans la réglementation. Mais il faut savoir une chose, que je crois qu'il y a certaines lois au niveau de la presse qui sont devenues obsolètes, qu'on doit essayer de changer. Et ça fait 2 ou 3 ans, je crois, avec GED, avec certaines structures, avec l'UNPC. Il y a d'ailleurs eu des coalitions qui se sont formées. Il y a d'ailleurs une loi, une proposition de loi au Sénat qui ne passe toujours pas depuis 3 ans. Et je crois que là, aujourd'hui, on va s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce qu'on a là raté une occasion de changer les choses depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous n'avons que nos yeux pour constater les dégâts que cette loi, qui est vieille, cause. Dans le fond, on pourra tout dire. Le ministre était dans ce droit quand vous lisez la loi. Par rapport à cet arrêté-là, il faut aussi suivre le contexte. Le contexte, on peut décrire. Nous étions dans un contexte où le signal de Radio Okapi a été brouillé, le signal de RFI coupé. Radio Okapi, ce n'est pas un... Le timing n'est pas peut-être bon. Le contexte ne s'y prête pas. Il laisse cours à beaucoup d'interprétations. Mais il n'en demeure pas moins que le fond est là, c'est la loi. Et il est peut-être
temps qu'on puisse penser à réformer, à aborder maintenant les questions de vote par rapport à cette loi qui régule la presse depuis 1996 et actuellement devenue quasiment, il y a cette loi, on parle aujourd'hui à les réseaux sociaux qui sont des médias à part entière, mais qui ne se retrouvent pas dans qui ne sont pas régulés. Il faudra en parler, mais nous disons également, nous lançons cet appel, il y a notre loi qui traîne au niveau du Sénat et on espère que cette année au moins, ou d'ici là, les sénateurs vont essayer d'examiner la proposition de loi pour qu'on essaie un peu de revoir ça et qu'on puisse un peu changer. Oui, vous êtes de l'UNPC, Joël Cadet. Est-ce que Lambert Mende a-t-il outrepassé ses droits ou c'est légal qu'il coupe le signal de RFI? Et puis, dans les réseaux sociaux, tout le monde se pose la question, depuis tout ce temps-là que RFI émet, pourquoi aujourd'hui un tel acharnement devant cette presse-là? Non, sur le plan d'abord, sur le plan légal, l'arrêté ministériel du ministre de la Communication et des Médias est illégal. Il est irrégulier. Irrégulier parce qu'il l'a pris pendant que le gouvernement avait été déjà déclaré démissionnaire. Et c'est le Premier ministre qui avait déjà écrit que pendant cette période, il ne pouvait pas être pris une disposition réglementaire. On est dans des surrégulations, parce qu'on sait que légalement, le Premier ministre a démissionné qu'il y a quelque chose. Est-ce que je puis? Le Premier ministre a instruit tous les ministres par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, aujourd'hui, que l'on prenne un arrêté ministériel du genre que celui que venait de prendre le ministre de la Communication et des Médias, je vous dis que c'est une honte, parce que la RFI, on peut ne pas la prendre en mode FM, on aura à Honte-Coutre, on aura sur Internet, on aura... Il y a déjà des applications aujourd'hui sur le téléphone portable qui peuvent vous permettre de prendre RFI. Donc interdire, c'est pratiquement une insulte à la communauté nationale, comme si nous ne maîtrisions pas l'évolution de nouvelles technologies. Au-delà de tout cela, il faudrait que je dise à ma très chère consoeur, la plus excellentissime, des femmes de médias que j'apprécie beaucoup, qu'aujourd'hui nous avons 3 autorités qui gèrent les secteurs de médias. Nous avons le régulateur qui est le CESAC, nous avons le réglementaire qui est la communication et médias, et nous avons l'autorégulateur qui est l'Union nationale de la presse du Congo. Et à ce sujet, en principe, dans la configuration, dans la pensée du législateur de la loi 002/92 du 2 juin 1996, on n'imaginait pas qu'il pouvait encore exister juxtapositionnement au CESAC une autre structure qu'on appellerait le ministre de la Communication. C'est une superposition de plus qui vient davantage brouiller la mission de la presse dans notre pays. Et en principe, on ne pouvait plus avoir les ministères de la Communication et des Médias. Donc c'est justement... C'est un ministère normalement qui doit être... En principe, qui doit être supprimé, parce que ça se passe au Gabon, au Cameroun. C'est un ministère qui n'existe plus face, n'est-ce pas, au régulateur qui devrait jouer ce rôle. Donc c'est justement pour vous dire que il y a eu une sorte d'excès de zèle, une sorte de remontrance pour faire voir, n'est-ce pas, à Joseph Kabila, que moi je vous aime plus que tout le monde, j'ai pris des résolutions. Donc ça n'a rien à voir, parce que outre que c'est irrégulier, outre que c'est illégal, ça vient jeter un discrédit sur notre pays, comme si nous ne sommes pas au courant de l'évolution de la technologie. Parce que même ne va pas suspendre la diffusion de la RFI sur Canal Sat. Vous en avez chez vous. J'étais chez Odia dernièrement, et la Canal Sat, elle capte Canal Sat. Donc ça n'a rien à voir avec FM. Donc on peut interdire à Odia de ne pas prendre RFI sur la bande FM et sur les autres. Et il va suivre. D'ailleurs, tous les ministres de notre gouvernement, entre autres mon ami Batilou Kobo, sur RFI, sur la canal de FM de 92, celui de Brazza. Celui de Brazza. Donc ça sert à quoi? Non, mais il n'en demande pas moins qu'il y a une loi qui est là et qui ne permet pas. C'est que les opérateurs... On pourra discuter sur la régularité ou pas, surtout par rapport à la fin, parce qu'on dit que c'était en dehors des prérogatives, alors que le ministre, moi je retorque en disant par exemple qu'officiellement, je ne veux pas me contenter des notes qui se sont passées sur les réseaux sociaux. Je me contente de l'officiel. Officiellement, le gouvernement, puisque vous savez que nous sommes peut-être au 2e jour où depuis le gouvernement est démissionnaire. Donc officiellement, le gouvernement Matata a démissionné que je crois 48 heures après, ou 72 heures après que cet arrêté est signé. Pourquoi je dis on a une loi
il faut que l'actuelle loi qui réglemente la presse ici puisse être adaptée aux réalités de l'heure. Il est vrai, il y a les réseaux sociaux, vous parlez, on peut capter RFI de toute manière, mais il faut qu'on s'adapte. Le problème, c'est au niveau des intentions. C'est dans quelle intention les ministres Lambert Mende Arrêtons d'analyser les intentions des uns et des autres, c'est subjectif. Non, ce n'est pas subjectif. Si c'était subjectif, le signal de Radio Kapi n'aurait jamais été brouillé. Si c'était subjectif. Non, Madame Paulette, je voudrais juste ajouter une seule chose pour apporter un peu d'éclairage. La loi sur l'accès à l'information a déjà été adoptée au niveau du Sénat. Qu'est-ce qui manque alors? C'est la communication? Non, la commission ad hoc au niveau de l'Assemblée nationale a discuté. On nous a renvoyé les quelques modifications. Nous y avons discuté la dernière fois à l'UNPC. Okay. Les organisations professionnelles qui sont impliquées dans cette loi. Ça a déjà beaucoup avancé. Peut-être qu'il dépend maintenant de Minakou de l'enregistrer pour en plus de ça, il y a la loi sur la révision de la loi 092 qui est déjà qui a beaucoup plus avancé. On attend que cela soit inscrit dans le calendrier de l'Assemblée nationale. Donc, il faut retenir que l'UNPC, que les organisations professionnelles des médias, ils travaillent avec beaucoup d'assiduité et bientôt nous pourrions avoir la reformulation de la loi de 1981, de la loi de 1996 et éventuellement pour s'adapter à la loi organique portant organisation et fonctionnement du CESA. Voilà, mesdames et messieurs, nous passons au deuxième sujet. Le deuxième sujet, je crois que je vais libérer Madame Mondia qui est... Vous voulez pas en discuter? Alors, nous commençons par elle. Le discours du chef de l'État, parce que Madame Mondia, comme vous savez, c'est la reporter avec grand R, elle doit aller faire ses papiers, comme on dit chez nous. Madame Mondia, le discours du chef de l'État, on attendait ce discours vraiment depuis un bon bout de temps. Et tout le monde s'attendait à cette fameuse phrase « Je ne me représenterai pas pour le troisième mandat ». Mais on a dit qu'il a dit. Est-ce que vous, en tant que journaliste d'investigation, celle qui comprend entre les lignes, est-ce que le chef de l'État l'a dit, qui se représentera pas? On a un chef qui navigue un peu à contre-courant. Il est souvent là où on s'y attend le moins. Je crois qu'on devrait être habitué quand même à connaître, ça fait 15 ans qu'on est avec lui, on devrait quand même connaître le fonctionnement de Joseph Kabila. Il n'est pas là où les gens l'attendent. Je crois que c'est un homme de surprise. Il nous a montré qu'il... Voilà, c'était un peu ça. Mais pour le discours d'aujourd'hui, comme je le disais avant de commencer cette émission, j'ai vu un autre Kabila. J'ai eu quand même à suivre certains de ses discours sur l'état de la nation. Je veux revenir encore sur la forme, son arrivée. On a trouvé pour la première fois, l'une de rares fois quand même, c'est pas la première fois de voir Kabila. Il était souriant, il était même pas souriant, mais venir à pas de course. Pour les communicologues, je crois que tout a un sens, tout communique. Quand tu vois quelqu'un arriver comme ça, c'est forcément... pas de charge, comme on dit. Voilà, on le voit assez détendu, assez confiant, mais également assez remonté. Remonté contre tous ceux qui pensent, selon lui, peuvent faire n'importe quoi. En RDC. En RDC, tout ce il a visé peut-être qu'il a rassemblement, il les a pas cités. Le G7. Et c'est qu'on peut retenir du discours qu'il a officiellement annoncé, mais c'est également la controverse du jour. C'est-à-dire au moment où il annonçait que l'échec de la SACO par rapport aux négociations pour essayer de rallier les points de vue des uns des autres, il était prévu une rencontre de la SACO ce 15. Exactement. Donc c'est là où on relève certaines controverses. À la fois, vous dites à ces gens-là que vous êtes peut-être entre guillemets de mauvaise foi, mais on se rend compte par après qu'il y avait prévu une chose. Donc il y a cette controverse que moi je tenais à souligner et que je relevais quand même. Sinon, on a vu pratiquement... bon, c'était devant quand même une salle acquise à sa cause, pas des contradictions, la plupart des gens qui étaient là. C'était des Oumela. D'accord, ben oui, mais c'était ça. Et puis on a vu, il était sûr de lui, confiant. Certains diront que c'est un discours provocateur qui ne présage rien de bon. Une radicalisation. Une radicalisation, mais on reste confiant. On espère que d'ici là,
peut-être qui sait, avec le nouveau gouvernement, on réussira quand même à concilier les points de vue des uns et des autres, à faire en sorte voilà, qu'on puisse passer cette fin d'année dans la quiétude et dans la sérénité. Merci Élisée Odia, vraiment ça a été un plaisir d'être avec une intelligence, encore c'est une femme, moi ça me fait doublement plaisir. Joël Cadet, le président l'a dit, tout est dans la Constitution, tous ceux qui réfléchissent à sa place par rapport à sa survie politique, tout est dans la Constitution. Cela veut dire quoi pour vous, Joël Cadet? Non, il n'y a pas de troisième mandat. Vous savez, je tenais que Mme Odia reste encore sur le plateau pour une simple et une seule raison. C'est justement cette intelligence, la prétérition, de dire réellement ce qu'elle veut dire, mais pas la négativité. Donc je ne veux pas dire que le chef de l'État... Non, ça... Répondez à ma question. Je voudrais répondre bien maintenant à votre question pour dire essentiellement ceci. Que le chef de l'État n'a pas été concilié. Le chef de l'État Le message a été dur. S'il vous plaît, le chef de l'État a raté le rendez-vous de l'histoire. Le chef de l'État s'est radicalisé. C'est ce que Odia n'a pas voulu dire. Donc ça va radicaliser les autres comme... S'il vous plaît, vous savez quand Ne dites pas, ma place c'est que je n'ai jamais eu l'intention de dire. Je vous en prie, je vous en prie. C'est moi qui fais la police du débat. Elle a dit ceci, je ne veux pas dire que ça... En fait, ce sont les mots qu'elle n'a pas voulu dire, mais elle a dit... Répondez-vous à ma question. Oui. La vérité est la suivante. J'ai pu résumer le discours du président de la République. Il a dit ce que je puis retenir à mon sens. J'y suis et je reste. Ah bon? Je m'occuperai de quiconque va vouloir perturber l'ordre public. Évidemment, c'est dans ce prérogatif jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre président. Et lui, Joël Cadet? Jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Il dit que la Constitution n'a jamais été violée, que ne sera jamais violée. Exactement. Or, cette Constitution a déjà été violée dans ses dispositions relatives à la sacralisation de la vie humaine. Aujourd'hui, on peut tuer chez nous et le chef me dira un mot. Il pourra s'exprimer en dehors de notre pays. 2. La gratuité de l'enseignement primaire. Il en a parlé. Ça a été un fiasco durant toutes ces 15 années de gestion où depuis le 18 février 2006 que cette constitution a été promulguée. La retenue à la source de 40% a été une violation flagrante de cette loi. Vous rappellerez les controverses avec le gouvernement et l'Assemblée provinciale du Katanga. Donc, l'article 73 qui dispose, je cite, que la CNI doit convoquer le corps électoral 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Cette disposition de la loi, de la constitution de la loi mère, a été violemment violée, avec une violence terrible telle que si c'était une femme, elle ne pouvait plus vivre. Elle allait chez le docteur Mukwege pour... Non, elle allait mourir. Elle ne pouvait même pas atteindre le seuil de l'hôpital de docteur Mukwege. Donc c'est justement pour vous dire que dans cette manière de présenter les choses, la Constitution a été violentée et violée et que nous ne pouvons plus rien entendre. La Constitution a été violée, l'accord de la cité de l'OUA, pour ne pas parler comme les amis de l'UMT qui disent l'accord du camp Tchachi, a été violé parce qu'on attendait le gouvernement 21 jours après, dès la signature de l'accord. Mon frère, mon ami Kakwata est venu pour dire, et mon frère Mbaye, on dit non, c'est dès la réception de cet accord par le chef de l'État. Il a donné les dispositions de signification en droit et consort, mais on est arrivé à la date de la signification, l'accord également a été violé. Aujourd'hui que l'accord est violé, la Constitution est violée, tous les pleins pouvoirs sont dans les mains du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui va disposer de notre devenir selon son vote. Ambroise Mamba, nous y revenons, le troisième mandat. Je crois que c'était le message que les gens s'y attendaient à, c'est que vraiment le chef de l'État prononce ce mot-là. Je ne me représenterai pas, mais on dit qu'il a dit d'une façon intelligente, tout est dans la Constitution, donc pas de troisième mandat. Moi, je pense que c'était le message inattendu, le plus inattendu. Parce que nous faisons la lecture de tous les événements politiques au pays
nous estimons que c'était le message le plus inattendu du discours du chef de l'État, dire par exemple que non, je ne veux plus me représenter. Exactement. Ou bien il n'y aura plus de troisième mandat pour le chef de l'État. Mais ce que j'ai trouvé dans les discours du chef de l'État, c'est qu'il y a eu deux choses. La déception et le défi. La déception... Un durcissement du chef de l'État. La radicalisation. Il n'est pas assez conciliant dans ce discours. Alors, le chef de l'État, la déception par rapport au comportement du rassemblement. Et il me semble que c'est cette déception qui justifie sa position. La radicalisation. Sa radicalisation. Alors, il est déçu. Il est déçu de voir que le rassemblement est resté prendre la main qui tend. Le chef de l'État lui a tendu la main. Le chef de l'État a envoyé la Senco. Et il a même déploré le fait que la mission qu'il a confiée à la Senco a été un échec. Alors, puisque la mission qu'il a confiée à la Senco a été un échec, qu'est-ce que je dois faire? Moi, chef de l'État, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, ainsi de suite, je dois m'adresser à la nation à travers le Congrès. Ah, il l'a fait. Alors, puisque déçu du comportement du rassemblement qui a réclamé à corps et à cru ce qu'il appelle régime spécial, peut-être la gestion de la période préélectorale sans Joseph Kabila à la présidence de la République, il a dit niet parce que vous vous rappelez qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui le garde au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections. C'est ce qui l'a poussé quand même à trouver qu'il y a un extrémisme dans la position du rassemblement. Je vais vous donner la parole. Dans la position du rassemblement. Alors il est déçu parce que le rassemblement n'évolue pas. Alors il s'est dit, j'ai fait quoi? Je prends une position de radicalisation. Joël l'a dit dans des termes quand même assez clairs. J'y suis. Et je reste et je m'occuperai de tout celui qui va tenter trouver l'autre. Donc, cela veut dire, Ambroise Mamba Élisée Odia, plus de manifestations, plus de... Non, je ne pense pas. Vraiment... Je crois qu'il y a un précédent. On a suivi... Je crois que Kabila s'est fort de tout ce qu'il a eu à traverser. Je reviens quand même sur par exemple, ce qui a été dit lors des échanges du président de la République avec les membres du Conseil de sécurité. Il s'est souvenu en 2005, pendant que cette même frange, peut-être de l'opposition, refusait à ce qu'on puisse soumettre au référendum cette constitution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y est allé. Et la constitution est passée. La constitution est votée. La même constitution défendue bec et ongle par certains aujourd'hui. Et c'est qu'il a dit d'ailleurs. Et il revient en 2006. Il y a une même frange de l'opposition aujourd'hui qui a boycotté les élections. Et il a dit au Conseil de sécurité, s'il avait refusé à l'époque, on ne parlerait même plus, moi, là peut-être c'est moi qui ajoute, on ne parlerait même plus d'un deuxième mandat de Kabila aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il a accepté d'aller aux élections en 2006 qu'aujourd'hui on peut parler, d'abord en 2006, puis sa réélection en 2011, qu'on peut aujourd'hui prétendre. Donc je crois que Kabila, fort de ces précédents-là, il dit, on a déjà eu à faire face à de telles situations. En 2005, les mêmes personnes disent niet. En 2006, j'y vais quand même. En 2011, pourquoi ne pas continuer, sinon ces gens risquent peut-être de nous tirer vers le bas. Mais vers le chaos, selon lui. C'est comme ça que j'essaie d'analyser le discours du chef sans pour autant entrer dans les intentions. C'est en fait ça. C'est depuis quoi? C'est depuis 2011. Depuis qu'il a été réélu, qu'on lui prête quand même les intentions de briguer un troisième, un quatrième, mais là, c'est ça. Mais je me dis en tant qu'analyste, les intentions, pour moi, je n'aime pas. Je préfère analyser les faits. Et les faits, les faits certes me laissent perplexe. Les faits, qu'est-ce que les faits nous laissent? On est dans la certitude. C'est vraiment dans la certitude. C'est qu'avec ce discours également, il ne nous a pas rassurés. On est resté toujours dans ce flou. On ne sait pas si après, en avril, d'ici avril 2018, est-ce qu'il ne va pas rempiler. Mais on ne sait pas non plus s'il peut faire l'effet des surprises, parce qu'on a un président qui aime les surprises, qui peut nous dire, et oui, mon cher frère aîné Kadé peut sourire, mais je dis, Kabila c'est un homme de surprise, il peut nous faire un effet de surprise et nous dire carrément qu'il ne va jamais se représenter pour briguer. Mais il y a quand même, Joël, laissez-moi poser la question, il y a quand même des gens qui disent que c'est vrai, la Constitution sera respectée dans son entièreté, mais il est aussi prévu dans la Constitution que celle-ci peut être révisée.
Donc, Kabila l'a dit d'une façon intelligente qu'aujourd'hui, on peut passer au référendum et changer carrément une nouvelle constitution. Donc, il n'a pas violé du tout cette constitution, Joël Kadé. Non, totalement, vous avez raison. Vous avez maintenant compris pourquoi j'ai voulu que Mme Odia soit maintenue sur ce plateau. Vous avez compris. La constitution pourra être révisée, mais il y a ces articles des dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. 1. Le mode universel de l'élection. 2. Le mandat du président de la République. Mais là, vous sentez. Aujourd'hui, vous savez, si vous voulez connaître éventuellement la volonté ou les intentions du chef de l'État, Mme Odia a dit que non, on ne peut pas prêter les intentions au chef de l'État. Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de prêter les intentions au chef de l'État, mais vous sentez que la volonté, voulez-vous connaître la volonté de la majorité présidentielle? Parce que lorsqu'ils discutent dans leur laboratoire, les communicateurs, ce que l'on appelle les communicateurs de la majorité présidentielle, reprennent cela. Ils vous disent aujourd'hui quoi? Je ne vais pas citer leur nom ici pour ne pas faire leur publicité. Ils vous disent que Kabila a été élu, il est réélu et rééligible dans les scrutins prochains. Donc ça veut dire quoi? Et que d'ici 2018, il y aura une révision de la Constitution. Et cette révision de la Constitution, ça ne sera même pas une révision de la Constitution, ça sera l'adoption d'une nouvelle Constitution qui permettra à Joseph Kabila de briguer un énième mandat et il pourra rester au pouvoir à 8 ans. Voilà, nous allons recevoir une autre intelligence, Marcelin Tshiswaka. En quelques mots, vous avez écouté le discours du chef de l'État. Quelle a été votre impression? Est-ce qu'il y a un discours radical, un discours de durcissement? Et quelle sera aujourd'hui la réaction, selon vous, du RASOP et du G7 par rapport à ce discours? Merci madame, je salue d'abord le confrère sur ce plateau. Je note une chose, que Joseph Kabila est resté le même. Ça veut dire qu'il reste dans la logique déjà bien définie, dans la politique bien définie, la logique de glissement. Si on ne peut pas avoir un troisième mandat par des voies légales, on peut profiter de la politique de pourrissement. Écoutez, quand le chef de l'État dit que pour ce qui concerne son avenir politique, tout est prescrit dans la Constitution parce que la République démocratique du Congo a choisi la démocratie constitutionnelle, je me dis qu'en d'autres termes, je ne voudrais pas parler des intentions, mais il faut plutôt voir les faits. Tout ce qu'on est en train de vivre, tous les actes qu'on pose, c'est ce qui nous pousse à dire aujourd'hui que Joseph Kabila a encore l'intention de pouvoir rester ou demeurer au pouvoir. La révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle, madame. La révision de la Constitution, elle est constitutionnelle. Et là, je rejoins un peu Joël Kadé. Il ne faut pas s'étonner à ce que demain, on vous amène une monture nécessitant la révision, où on vous présente un autre document, notamment un projet un nouveau projet de constitution. Et là, ça serait, on vous dira, ça serait légal. Le plus commun, c'est que Joseph Kabila n'a jamais dit l'histoire dans des termes aussi clairs. Il cherche toujours à entretenir les flous. Vous pouvez prendre tous les discours de Joseph Kabila depuis qu'il est arrivé à la tête du pays. Et il entretient les flous, surtout en ce qui concerne son avenir politique. Alors, par rapport à la réaction du rassemblement, je vois que puisqu'il n'y a pas la main tendue par le chef de l'État n'a pas été acceptée de l'autre côté du rassemblement, je vois vraiment que la fin de cette année est incertaine. Nous ne pourrons pas passer. C'est la radicalisation. Nous sommes là devant l'opposition qui va vouloir monter les enchères pour augmenter la pression. Eh ben, cette transition ne sera pas du tout aisée. Le chef de l'État a fait voir qu'il est déterminé à la tenue des élections en RDC en 2018, en avril. Mais ce qui n'a pas rassuré aux Congolais, c'est la paix. Les gens ont besoin de la paix. Parce qu'il a refusé de faire des concessions au rassemblement, le rassemblement a été déçu. Qu'il a tendu la main, et c'est dans le fond des négociations que les uns et les autres n'ont pas concédé quelque chose.
Vous savez que c'est dans les fonds des négociations que les uns et les autres n'ont pas concédé. Alors, puisqu'ils ont toutes les deux parties réfugiées de concéder l'une de leurs positions, l'avenir n'est pas rassurant par rapport à la paix. On peut bien être déterminé d'organiser les élections en avril 2018, mais pour rassurer cette population qui a besoin de la paix, on se souvient des tristes événements de 19 et 20 septembre dernier, mais on se dit, mais puisque l'opposition, ou le rassemblement, pour parler de lui, qui reste déterminé à brandir ses cartons jaunes, ses cartons rouges, ainsi de suite, n'a pas lâché prise, mais on s'est dit, mais est-ce que là, on est entré dans un bras de fer? Qui va l'emporter? Est-ce que c'est celui qui va gagner la rue qui va l'emporter? Et la rue appartient à qui? Au rassemblement ou aux forces de l'ordre? C'est là toute la question. Et là, je me dis qu'avec ce bras de fer, le chef de l'État semble être dans la raison du plus fort. Dans la raison. Je reviens à vous, Marcelin. La primature, comme on le sait, le chef de l'État l'a dit incessamment, on nommera un Premier ministre. Mais on évolue dans la notion du non-temps. Les dates ne sont pas très précises. On ne sait pas quand ce Premier ministre sera là. Ce sera encore dans une année, comme ça s'est fait après les concertations. Et il a en tout cas bien cadrer le rôle de ce Premier ministre, organiser les élections, mais ne pas oublier les sociales. Est-ce que c'est pas incompatible? C'est vraiment incompatible. C'est un travail de titan pour ce Premier ministre. Je me suis dit qu'en écoutant le chef de l'État, c'est tout là où il a rassuré la jeunesse. Il comprend que le manque d'emploi aujourd'hui est à la base de remous au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Alors, quand vous dites par exemple, pour ce qui concerne la mission du de nouveau gouvernement par rapport à l'organisation des élections et surtout aussi des sociales, je vois c'est très difficile, ce sera très difficile pour ce gouvernement étant donné que le contexte mondial de l'économie ne s'y prête pas également. Et quand vous revenez à l'intérieur, nous sommes obligés de pouvoir organiser ces élections. Je ne vois pas, il suffit tout simplement de revoir le budget présenté tout récemment par le gouvernement social. Tout ça, cet environnement-là, je doute fort que le social des Congolais soit une priorité, si pas le chef d'État l'a dit peut-être pour consommation, parce qu'au-delà, les agents et fonctionnaires de l'État attendent, il y a des grèves par-ci par-là. Voilà. Nous sommes à la fin, Joël Cadet, c'est le temps, et voilà, la télé c'est le temps, mais les minutes qui m'ont été imparties sont terminées. Merci à vous, mais c'était tellement agréable. Non, c'est justement pour dire que concilier l'organisation des élections avec le social, c'est incompatible, ça n'aura jamais lieu. Parce que vous rappellerez qu'en 2012, le chef de l'État avait déclaré cette année-là une année du social, ça n'a jamais été le cas. 2010. Donc c'est justement pour vous dire que nous serons dans une situation où nous aurons la crise humanitaire, la crise politique, la crise économique, et j'ai peur que les gens ne puissent s'ébouffer. Que Dieu vraiment nous garde en République démocratique du Congo. Merci à Élisée Odia, merci à Marcelin Chisoka de Congo Web, merci à Ambroise Mamba de Congo Web Télévision, à Joël Cadet d'Impact News, merci à tous mes confrères qui m'aident avec leurs remarques et suggestions. Merci à tous les journalistes en action, merci à tous ceux qui sont de l'UNPC et d'autres organismes qui regroupent les journalistes. Merci à tous les journalistes du monde entier qui nous suivent, en tout cas, qu'on le veuille ou pas, nous sommes suivis aussi par rapport à d'autres journalistes du monde. Merci à vous, mes followers sur les réseaux sociaux, et merci à vous aussi, chers téléspectateurs et fidèles de Web Presse. Merci à l'équipe technique. RDV, mercredi prochain. Inch'Allah.